vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Miloud Benahouda, président Europe de l'Ouest de Barilla Group. Donc, bonjour Miloud, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Miloud, je vais te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas. En termes de parcours, tu as fait une école de commerce, tu as démarré en tant que chef de secteur chez Danone, et puis tu es devenu country manager toujours pour Danone au Moyen-Orient, avant de rejoindre le groupe Barilla, c'était il y a 25 ans, et donc depuis tu as eu un parcours très riche au sein de Barilla, que tu as rejoint initialement pour ouvrir le premier bureau au Moyen-Orient. T'es revenu en France en tant que compte clé, directeur commercial, et puis en 2007, tu as eu ta première expérience de GM pour les pays nordiques à Stockholm, et aujourd'hui t'es président de toute la zone Europe de l'Ouest. J'ajoute, tout le monde connaît Barilla, mais quand même, c'est une entreprise familiale qui est aujourd'hui détenue par la 4e génération. Ce que je ne savais pas avant de te rencontrer, c'est que parmi les marques de Barilla, il y a des marques comme Harris, par exemple, qui est aujourd'hui la 7e marque la plus achetée en France. Voilà, moi j'ai appris quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je rajoute par rapport à ton parcours? Est-ce que c'est correct jusque-là? Jusque-là, tout le parcours est bon. Donc du coup, ma question suivante, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savent pas de toi? Alors j'ai un groupe WhatsApp avec mon comité de direction qui normalement a vocation à être utilisé pour des questions professionnelles, mais je les inonde un peu de photos de mes plats que je cuisine. Je pense que je les agace un peu parfois. Ok, donc ça, je pense qu'on voit pas ça sur beaucoup de groupes WhatsApp. Personne ne le sait en dehors de mon codir. Ok, bah merci pour ce partage. Et pour rentrer en fait dans le vif du sujet, on en a un peu échangé. T'as beaucoup de convictions sur tous les sujets humains. On se pose la question effectivement de tous les enjeux humains pour les organisations dans les années à venir. Il y a beaucoup de choses qui vont se transformer. Qu'est-ce que toi tu vois, et notamment avec ton expérience chez Barilla, de ce que vont être les enjeux les plus importants? Alors les enjeux, j'ai envie de dire, assez courants, ça reste les mêmes depuis toujours, donc on a bien sûr un enjeu d'attractivité, on a un enjeu de rétention, bien entendu, et puis effectivement on a des choses un petit peu plus nouvelles et un peu plus récentes. On a des enjeux aujourd'hui sur la diversité de nos organisations. On a des enjeux avec des nouvelles générations qui ont une relation au travail qui est un petit peu différente de la mienne ou celle que j'ai connue en tout cas. Donc voilà, chez nous c'est effectivement un sujet extrêmement important, et puis on rentre là dans une période où c'est plus difficile à recruter, ou en tout cas c'est plus long déjà. Il y a déjà certains métiers qui sont déjà très en tension, et donc voilà, donc on y met un accent encore plus particulier, j'ai envie de dire, dans la période actuelle. C'est quoi les métiers d'ailleurs pour vous qui sont particulièrement en tension? Globalement, quand vous êtes sur tous les univers du digital, du e-commerce, du data, si je vais sur un plan plus industriel, tous les métiers de la maintenance. On a aussi des enjeux sur un certain nombre de métiers qui n'ont plus la cote. Exemple, les métiers de négociation, parce que voilà, je pense que l'image qu'on en donne, en tout cas à l'extérieur, elle donne pas très envie, cette espèce de climat permanent, un peu conflictuel et tension. Donc voilà, je pense que ça fait partie des grands enjeux du quotidien aujourd'hui. Et alors, comment vous vous préparez à ça? Parce qu'effectivement, savoir qu'il y a de moins en moins peut-être de métiers, de personnes qui sont attirées par certains métiers, et puis qu'il y a plus aussi de concurrence entre les entreprises pour ces postes-là. Comment est-ce que tu te prépares à ça? Alors, la première condition, c'est déjà, j'ai potentiellement pas besoin de recruter si j'arrive à retenir mes collaborateurs. Donc ça, c'est donc le premier point, c'est le travail, bien sûr, sur la rétention. Et le travail sur la rétention, une fois de plus, tu l'as peut-être pas dit, mais j'ai 25 ans dans mon entreprise. Et puis souvent on me pose la question pourquoi 25 ans, mais parce que dans une entreprise comme la mienne, voilà, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai changé de fonction de manière continue, donc la rétention et retenir les gens, c'est des gens à qui on donne la possibilité de continuer de se développer, d'apprendre, de grandir au sein de l'entreprise. Donc si c'est en général la raison pour laquelle ils vont chercher ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'eux. Donc voilà, on a une attention toute particulière sur des successions de plans, des plans de succession qu'on a sur chacune de nos fonctions. On travaille sur l'identification des talents, leur accompagnement un peu plus spécifique, que ce soit via la formation, le mentoring. Et puis voilà, chez Barilla, on est aussi assez convaincus que nos gens ont besoin d'un peu de sens, donc on les nourrit aussi de ce sens-là. On fait en sorte qu'ils ont des conditions de travail les plus
confortable possible, que ce soit dans les espaces de travail, mais également dans leur organisation, vie privée, vie professionnelle. Chez Barilla, nous, on a mis en place le télétravail en 2016. C'est ce que tu me disais. Vous étiez un peu précurseur déjà. On était, à l'époque, et on passait peut-être même pour des fous. Et par exemple, la mise en place du télétravail, ça avait vocation à dire, oui, voilà, on a des gens qui sont, moi, si je prends mon siège à Paris, les gens font 1h30 de transport par jour. Quand 2 jours par semaine, tu leur enlèves ce temps de transport, c'est moins de fatigue, c'est autant de temps qu'ils peuvent consacrer à faire d'autres choses, c'est autant de temps où tu règles les petits tracas de la vie quotdienne, et qui fait que quand t'arrives au bureau, t'arrives avec la patate et t'es efficace, quoi. Donc voilà, ça c'est tout ce sujet-là, et puis on les écoute. Voilà, moi je pense qu'il y a aussi un gros travail d'écoute de la part des dirigeants, d'être en proximité avec les collaborateurs, parce que des fois tout là-haut, on voit pas tout et on n'entend pas tout. Chez nous, par exemple, de la même manière, on fait une enquête de satisfaction, enfin une enquête diversité et inclusion tous les 2 ans. Donc on donne la parole à nos collaborateurs et on leur demande de nous évaluer sur un certain nombre d'items. Et on mesure l'état d'avancement. Et ces items sont dans les plans, dans les objectifs du comité de direction, par exemple. Donc voilà. Donc ça c'est voilà, j'ai envie de dire tout sur l'existant, sur l'attractivité de la même manière. Alors voilà, moi je suis assez convaincu que les gens nous rejoignent parce que attachés à des belles marques, qui se comportent bien, qui a une responsabilité sociétale. Ouais, alors ça, effectivement, on en parlait et c'est un sujet aujourd'hui qui est hyper important autour de l'attractivité. Ça fait combien de temps, finalement, tu me dis que sur la partie conditions de travail, vous aviez déjà réfléchi en amont, ça fait combien de temps que vous êtes engagé sur justement ce sujet responsabilité sociétale et qu'est-ce qui te paraît essentiel en fait pour demain? Alors j'ai envie de te dire, depuis que l'entreprise elle est née, et je pense que c'est potentiellement une des particularités d'une entreprise familiale, la signature en dessus du logo au siège chez nous, il y a écrit nous donnons aux gens la nourriture que nous donnerions à nos propres enfants. Cette phrase a été prononcée en 1970 par le père de l'actuelle génération. Donc c'est une famille ou c'est une entreprise qui a toujours eu conscience de sa responsabilité sociétale. Alors sa responsabilité, d'abord, c'est la première, c'est parce qu'on nourrit des gens, et donc nous on part du principe que quand je nourris les gens, j'ai quand même un impact sur la santé de ces gens. Donc voilà, il y a une attention toute particulière, bien entendu, à la qualité, mais également aux recettes, aux aspects nutritionnels, aux ingrédients qu'on utilise. Voilà, chez nous en 2016, on a tous supprimé toute l'huile de palme. C'est plus un sujet chez nous. Nos listes d'ingrédients, elles ont été quasiment divisées par 2. On a revisité plus de 400 produits. Donc voilà, donc la première responsabilité sociétale quand vous êtes un acteur de l'agroalimentaire, c'est celle de nourrir, on va dire, de manière saine, sûre et durable, on va dire, les gens. Ça c'est la première. La deuxième, vous êtes un industriel. Un industriel, malheureusement, bien sûr, ça consomme de l'eau, de l'énergie, et ça a un impact en termes d'émissions de CO2. Donc il y a un travail continu chez nous pour réduire cet impact-là, avec des gros programmes, des gros investissements. Et puis le troisième point pour nous, oui, on considère qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs. On appelle ça chez nous, ça c'est our community. C'est d'abord les premiers à qui on s'intéresse. Et ensuite, il y a des sujets qu'on considère sont dans la société civile, mais malheureusement, ils viennent dans l'entreprise et ils s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Voilà, de manière très concrète, un sujet comme la précarité alimentaire, c'est un sujet qui nous touche. Une fois de plus, acteurs de l'agroalimentaire, nous on supporte pas l'idée qu'il y ait encore des gens qui mangent pas leur faim, notamment quand on sait qu'un tiers de ce qu'on produit globalement est gaspillé dans le système alimentaire. On est très attaché à des questions de diversité et d'inclusion, alors à la fois dans un objectif, j'ai envie de dire, pour l'entreprise, mais aussi d'un objectif sociétal. Il y a encore des discriminations qui existent, malheureusement. Donc nous, on a vocation à lutter contre toutes ces discriminations, quelles qu'elles soient. Ouais, et effectivement, dans notre premier échange, tu m'avais dit que c'était un sujet qui te mobilisait beaucoup, le sujet de diversité et inclusion. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur? Et comment est-ce que tu te positionnes? Qu'est-ce que tu as fait aussi personnellement pour faire bouger les lignes là-dessus? Alors, je vais raconter une anecdote. Alors moi, j'ai eu une alarme, enfin j'ai eu un grand coup de, j'ai envie de dire une grande gifle le lendemain des attentats à Paris. Ouais. Où je me suis dit, c'était terrible et très bousculé. Et puis tu vois la tête de ces gamins-là et tu dis merde, qu'est-ce qu'on a raté? Comment se fait-il que on en soit arrivé là? Et puis la réflexion d'après, c'est toi, tu fais quoi? Ok. Et cette réflexion-là, d'ailleurs, on l'a partagée avec le CODIR. Et nous, on fait quoi? Voilà. Si je te dis très concrètement, le coup d'après, la semaine après, j'ai pris mon scooter, je suis allé voir les banques alimentaires, les Restos du Cœur. J'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ouais. On a monté des partenariats avec ces gens-là, donc ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années où on est plutôt un gros donateur. Et voilà, moi, je milite notamment dans nos fédérations. Sur le zéro faim en France. Donc aujourd'hui, personne ne meurt de faim en France, ça va bien, mais il y a encore trop de gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a encore trop de gamins qui vont à l'école sans petit déjeuner. Et je suis convaincu qu'on pourrait, nous en tout cas, acteurs de l'agroalimentaire, tous ensemble, résoudre ce problème-là. Le deuxième, je suis rentré moi de Suède, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, et je me rappelle mes débuts au bureau, et j'arrivais en métro, et je disais toujours à ma RH, mais j'ai croisé plein de têtes là dans le métro que je ne retrouve pas chez moi.
Donc il y a un souci. Voilà, après conviction personnelle, je trouve que en tant que dirigeant d'entreprise, ou en tout cas les entreprises, voilà, on a un rôle à jouer d'une manière sociétale, et je pense que d'ailleurs on peut être sûrement plus efficace que plein d'autres, peut-être plus efficace que les pouvoirs publics. On choisit ces sujets. On peut me solliciter sur le cancer. Malheureusement, j'ai pas de valeur ajoutée sur le cancer. Le thème de l'alimentation, oui, il me touche, et oui, je peux faire quelque chose et je peux impacter. Donc, les sujets diversité inclusion, pareil, voilà, je les ai portés. Alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, je les ai portés d'abord seul. Après, je trouvais qu'on n'allait pas vite, donc j'ai demandé à mon codir de les porter avec moi. Il était aussi convaincu que toi par ce sujet-là. Ouais, ils étaient. Et puis là aussi, au codir, on s'est dit, ça va pas assez vite. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, en fait, dans nos gens et dans nos équipes, il y a des gens, les sujets les intéressent, ils ont peut-être envie de s'engager. Donc, on a créé ce qu'on appelle les ERG. Donc c'est des employés resource group. Donc quand avant c'était un peu descendant, maintenant en fait le truc il est totalement inversé, ça vient de nos équipes. Donc on a des ERG, donc ils font des propositions à la direction sur toute situation, une fois de plus, qui permet d'améliorer à la fois la diversité, à la fois l'inclusion, à la fois l'équilibre vie pro, vie travail. On a un board tous les trimestres. Ils montent un paquet d'actions tout au long de l'année. Voilà, ils ont un petit budget et puis des actions de sensibilisation, par exemple sur le thème LGBT, sur la violence à l'égard des femmes, sur l'accueil de handicap. Donc le truc que je trouve assez beau aujourd'hui, c'est que oui, au départ j'étais l'initiateur et j'ai impulsé un truc. Et maintenant, la courbe, elle est totalement inversée, et c'est drivé par nos collaborateurs, et c'est eux qui viennent nous taquiner et viennent nous solliciter sur, voilà, ils jouent aussi un rôle d'alerte. C'est-à-dire que voilà, si toute une discrimination quelconque ou des mots déplacés auraient pu, être entendus, ça nous remonte aussi par ce canal-là. Ouais, effectivement, et je pense que c'est un sujet dans pas mal d'entreprises. Je sais pas comment tu le vois, mais parfois les dirigeants sont très, convaincus qu'il faut faire bouger les lignes, et en même temps, tu fais avec, l'ensemble de tes employés, dont certains sont peut-être un peu moins convaincus. C'est comment tu arrives à faire bouger les lignes et à t'assurer que ton message il est bien cascadé et défendu à tous les niveaux. Alors, je pense qu'il faut le porter. C'est-à-dire que faut l'incarner. Je pense que t'arriveras pas à emmener les équipes si c'est pas incarné par l'entreprise d'abord, parce qu'une fois de plus je parle de moi, mais mon entreprise est portée sur les mêmes sujets. Le sujet de diversité et inclusion, il est global pour nous. Il est pas qu'en France, il est pas que Miloud. Donc ça s'incarne. Il y a des reality checks permanents, c'est-à-dire qu'il faut être absolument en accord dans la manière dont on se comporte au quotidien avec ce qu'on porte. Et bien sûr, ça met une pression supplémentaire. Donc voilà, les gens sont vachement vigilants là-dessus. Donc je peux être alerté sur tiens, ça c'est pas toi, ou ça c'est pas Barilla. Très bien, et ça se corrige, parce qu'une fois de plus on n'est pas parfait, on fait des erreurs, et d'ailleurs le chemin diversité inclusion, je pense que il est long, c'est un journey comme on dirait. Donc voilà, je pense que le fait de l'incarner, donc de la part de l'entreprise et de ses dirigeants, élément clé. Et le deuxième, c'est la parfaite mise en accord de tes actions ou la manière de se comporter de l'entreprise au jour le jour. Voilà, des choses très concrètes. Chez moi, il n'y a pas de meeting après 18h. C'est interdit, parce que voilà, on considère aussi que potentiellement quand t'es mère de famille ou t'as une famille, à 19h, tu as autre chose à faire que d'être dans une salle de réunion. Ouais. Et ton équipe de direction, d'ailleurs, elle reflète bien cette dimension de diversité? Absolument. Ouais. Absolument. Non, mais chez nous, c'est un facteur clé dans le développement des personnes. On l'intègre d'ailleurs aussi aux évaluations. Parce que, notamment, si je parle des talents, les talents qui sont la génération future qui va diriger cette entreprise, si elle n'est pas animée dès le départ par des convictions de diversité et d'inclusion, on portera pas l'entreprise dans cette direction-là. Et une fois de plus, il y a le côté sociétal, il y a le côté machin, mais moi je reste convaincu, mon entreprise elle reste convaincue que c'est d'abord de la performance. Nous, on vend des pâtes et du pain, donc on parle à des millions de gens. C'est central dans la vie de pas mal de gens. Et nos consommateurs sont très divers. Donc moi j'ai besoin d'organisations qui reflètent et qui sont capables de comprendre mes consommateurs dans leur diversité. Donc ça c'est quand même le premier point. Le deuxième, moi j'y crois ça fondamentalement aussi, la diversité, ça t'évite d'avoir ce que moi j'appelle la culture du consensus dans l'entreprise, et qui je pense est un gros danger. Ouais. Alors tu me disais que c'était quelque chose que tu mettais en œuvre particulièrement avec ton équipe de direction déjà en premier lieu. À quoi ça ressemble du coup? Ça veut dire de la contradiction, ça veut dire du désaccord, ça veut dire de l'échange, ça veut dire de la stimulation permanente, ça veut dire de la recherche d'amélioration continue. Donc oui, dans un codir, oui, ça débat. Moi, ça débat fort. Mais donc de manière, les gens sont autorisés à se challenger, à te challenger. Absolument. Et d'ailleurs, quel que soit le niveau hiérarchique, c'est pareil. Moi, je ne crois. Enfin, j'essaie de déhiérarchiser mon entreprise.
l'entreprise. Donc voilà, moi, oui, le stagiaire peut m'interpeller sur un sujet, si une fois de plus. Et ça a été le cas. Hein. Et il le fait, c'est ce que j'allais te demander. Non, ils le font. Moi, j'ai un petit rituel. Mes stagiaires, quand ils partent, je fais un petit déj avec eux, je passe 2 heures avec eux après leur expérience, parce que je veux me nourrir de cette génération-là, une fois de plus. Et je leur demande, justement, qu'est-ce qu'ils ont bien vécu, pas bien vécu, quelles sont les améliorations possibles. Et il y a des choses aujourd'hui en place dans l'entreprise qui viennent d'eux. Okay. Et d'ailleurs, pour parler de ce qu'on disait tout à l'heure, très clairement, Miloud, tu dis oui, tu veux sauver la planète, enfin, good for you, machin. Tout le plastique qui traîne dans les bureaux, à la cafette, tu peux pas passer au carton. J'avais pas de poubelle de recyclage. C'est des stagiaires qui m'ont mis, j'ai envie de dire, une petite gifle en disant, voilà, on revient à la cohérence de ce que tu incarnes, ce que tu portes et tes actions au quotidien. Et ce que j'aime bien d'ailleurs dans ces jeunes générations-là, aujourd'hui, elles ont le courage de nous interpeller pour essayer de faire avancer les choses. Il y a eu plein des sujets sur, de manière très bête, à un moment, ils n'avaient pas droit aux mêmes conditions de télétravail. Je me suis dit... c'est une forme de discrimination. Non, je me suis pas dit pourquoi. D'abord, je me suis dit, mais merde, c'est de la discrimination, ça. Et alors, le pourquoi, je l'ai compris après, mais qui était idiot, je pense, puisqu'en fait, ils avaient pas d'ordinateur portable, ils avaient que des PC. Et pour des raisons de confidentialité, on s'était dit que voilà, le stagiaire, on peut pas. Bon, ok, allez, on a viré tous les PC, on leur a donné des portables, et désormais, ils ont les mêmes conditions de télétravail que tout le monde. C'est ce genre de situation au quotidien qu'on... Du coup, moi, je comprends qu'il y a plein de choses, qu'on pas attendu. Je vais dire en gros les effets de mode ou le Covid, etc. Et sur lesquels vous étiez déjà très dans cette culture-là. Sur quoi tu penses que vous avez encore à bouger, tu vois, pour te préparer à tous ces enjeux de demain? On n'est toujours pas assez diverses. Ouais. On a encore du chemin à faire. Alors parité homme-femme, ça va. Ok. Voilà, donc combien de femmes dans ton codir? 60%. Ok. Féminin. C'est beau. Et l'index parité 99 sur 100. Tu m'avais dit ça. Ouais. Et ça donc ça. Alors mais en même temps je dis on y est mais ça s'entretient. Hein. Oui, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais on peut vite revenir en arrière mais moi ça fait 3 ans, c'est 3 années consécutives le 99 sur 100. Donc on est plutôt fiers. Non, après voilà, nous aujourd'hui il y a des sujets où on n'avance pas assez vite comme l'accueil du handicap. Ouais. Dans l'entreprise. Donc là aussi, on a démarré des choses un peu concrètes dans les usines. Je suis assez content. Des sujets une fois de plus portés par des collaborateurs où on a aménagé des espaces de travail pour pouvoir accueillir des personnes en situation d'autisme. Donc aujourd'hui, j'ai 2 personnes sur un site. Donc c'était un pilote. Donc ça va être amené à être développé sur d'autres sites. Mais une fois de plus, c'est toujours pas suffisant. Je pense qu'il y a un enjeu senior. Ouais. Alors effectivement, parce qu'on parle beaucoup, et c'est ce qu'on se disait, on parle beaucoup des nouvelles générations. Ils sont où les enjeux vis-à-vis des seniors dans ce que tu perçois? Alors moi je trouve qu'ils ont une valeur ajoutée extrêmement importante au sein de l'entreprise. D'ailleurs pour ces jeunes, moi c'est ce que j'appelle des piliers. Donc voilà, ils sont animés d'autres choses. C'est pas forcément des gens qui courent après la carrière et autres. Et d'ailleurs ont souvent une longue vie dans l'entreprise. Donc voilà, ils portent plein de choses. Ils portent l'histoire de l'entreprise. Ils ont souvent une prise de recul par rapport aux situations qui est quand même toujours assez intéressante. Bon voilà, j'ai évolué dans ma carrière à côté de seniors, j'ai envie de dire, et c'était tellement riche. J'ai tellement appris d'eux. Et voilà, aujourd'hui on sait pas les recruter, les attirer. Donc je pense qu'il y a encore des espèces de biais inconscients qui existent. Et 2, potentiellement, il y a aussi, et ça on l'a notamment dans l'univers ouvrier et dans les usines, l'accompagnement sur des âges où la fatigue commence à intervenir. Donc voilà, donc on a des programmes d'aménagement de temps de travail pour des seniors, pour essayer de les garder le plus longtemps, mais en acceptant qu'effectivement c'est des personnes qui ont donné 25, 30, 40 ans, on aménage leur temps de travail, parce que voilà, après ils sont aussi, je trouve qu'ils sont, à la fois ils ont l'histoire de l'entreprise, ils ont des compétences, des expertises qui peuvent transmettre aux plus jeunes et autres. Oui, c'est cet enjeu de transmission, en fait on le retrouve dans pas mal de structures qui ressemblent à la tienne, avec le sujet comment tu gères des jobs avec une pénibilité entre guillemets et sur les années qui suivent. C'est un vrai point à préparer. Point. Et puis voilà, la démographie fait que de toute façon on a des départs en retraite qui font que ça va, il y a des choses qui vont se passer de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est un peu les sujets. Ok, hyper intéressant. Je me permets d'interrompre 15 secondes votre écoute. Si vous êtes encore avec nous, c'est que le contenu vous plaît. Et on vous a compilé toutes les idées, les messages clés, les conseils de nos interlocuteurs sur notre site internet authentiquetalent.fr. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Le lien du site est dans la description de cet épisode. Bonne écoute.
Moi, il y a une question du coup que je me pose et que je pose à chaque invité. T'as des convictions sur ces sujets-là, t'as pris le temps d'y réfléchir et aujourd'hui, on a des DRH qui sont assez curieux de savoir ce que les dirigeants attendent d'eux pour les années à venir ou qui se posent aussi la question de comment est-ce qu'ils vont réussir à mener toutes ces transformations. Quel conseil t'aurais envie de donner à une DRH pour la suite? Je partage une conviction tout à fait personnelle, mais que j'ai vécue aussi dans mon entreprise. Faut pas que la fonction RH soit une espèce de service administratif. C'est là-bas que je vais parler de la paye, c'est là-bas que je vais parler de mes congés maladie, c'est par là-bas que je vais aller voir le règlement. Enfin, voilà, moi c'est un vrai business partner. Donc moi, ce que je demande à mes RH, c'est d'être au plus près des équipes, d'être très impliqué sur les questions business, d'être proche des gens. Et il y avait toujours cette espèce de voilà, l'espèce de truc là, l'espèce de tour où on n'osait pas y aller d'ailleurs, parce que quand chez les RH, voilà, on y allait on allait sur la pointe des pieds. Donc ouais, je pense que la fonction, elle doit évoluer. En tout cas chez moi, elle a évolué. Et voilà, c'est une fonction tellement clé aujourd'hui au quotidien, mais elle a besoin de se nourrir des problématiques business, elle a besoin d'être à l'écoute des gens, de faire de la proximité, d'être sur le terrain. Le conseil que je donnerais, c'est un DRH, il a un rôle tellement important à jouer dans la vie d'une entreprise, mais s'il se cantonne effectivement, j'ai envie de dire, à la vieille image des DRH, je pense qu'il y a erreur, et le DRH, c'est un business partner extrêmement important. Ouais, et ce qu'on se dit dans certaines entreprises, c'est que c'est la fonction dans le futur vraiment incontournable, sur laquelle on n'a pas toujours assez investi aussi, qui passe beaucoup de temps à s'occuper des autres, et qu'on n'a pas forcément accompagné dans cette transition. Quel conseil tu donnerais du coup à un dirigeant, sachant que dans ceux qui nous écoutent, il y a des dirigeants de structures toutes jeunes qui viennent de se créer, d'autres qui sont à des phases de croissance différentes, des niveaux de maturité différents. Je sais que certains n'ont pas toujours forcément ni le temps ni la prise de conscience nécessaire pour vraiment anticiper toutes ces transitions sur le plan humain. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Peut-être une fois plus ce que j'ai vécu moi. Je pense que quand on est dirigeant, notre responsabilité, elle va au-delà de simplement les portes de l'entreprise, et on peut impacter. Et chacun à sa petite échelle. Et je crois que voilà, la somme des actions des uns et des autres feront que potentiellement on ira effectivement vers j'ai envie de dire, une société plus inclusive, peut-être plus en paix, notamment dans les contextes actuels. On voit quand même qu'il y a une forme de défiance. Donc voilà, le conseil, c'est de dire on a une responsabilité, et deux, on peut impacter. Chacun à son échelle, une fois de plus. Et voilà, c'est la somme de toutes ces actions-là qui feront qu'on vit mieux, nos collaborateurs seront mieux, nos entreprises vivront mieux, et puis la société peut-être sera un peu plus apaisée. Ouais. Oui, et puis c'est pas que dans ce que j'entends de ce que vous mettez réellement en place du coup côté Barilla, c'est pas que du marketing en fait. Quelque part aujourd'hui on parle de la quête de sens, aujourd'hui on parle des attentes différentes, du sens au travail qui est différent. Ça va vraiment avoir un impact sur votre capacité à attirer les gens et à retenir si c'est vrai en fait. Là, moi j'ai vécu en situation de recrutement des gens qui venaient extrêmement brillants, super parcours, super belle boutique, et beaucoup de fois à la fin je dis mais pourquoi vous êtes là? Voilà, je trouve qu'il y avait des boîtes, et ça a souvent été sur ce thème-là. Ça a souvent été sur ce thème-là. Alors quand c'est dans l'alimentaire, c'est de se dire j'ai besoin d'être fier des produits pour lesquels je travaille, ou alors parce que c'est une question de diversité où la personne dans une ancienne entreprise se sentait pas à l'aise ou pas libre. Donc je pense que ça fait de la différence sur du recrutement. Ouais. Et un dernier sujet que tu avais abordé effectivement dans un échange et que j'aimerais bien approfondir avec toi. Fut un temps, quand on rentrait dans une entreprise, on se disait qu'il y avait parfois une sorte de parcours obligé, quelques étapes qu'on allait devoir suivre. Et voilà, tout le monde était préparé à ça, notamment une mobilité à l'international, ça pouvait faire partie du jeu, même si pour certains c'était plus qu'un passage obligé, ça pouvait être une étape passionnante. Aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être un petit peu plus compliquées à accompagner ou moins attractives. Comment est-ce que vous abordez cette dimension? Alors nous, la politique de mobilité internationale est plutôt assez importante, donc on invite et on suggère bien entendu à nos collaborateurs d'avoir une expérience à l'étranger. Alors moi j'en ai eu pendant près de 10 ans, donc j'en connais tous les bienfaits en termes de développement à la fois personnel et professionnel. Donc une entreprise comme la nôtre, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez, pour favoriser la mobilité, vous devez la rendre confortable parce que c'est compliqué. Donc bien sûr on parle de rémunération, bien sûr on parle de les déménagements, les écoles, et je vous passe. Donc voilà, on a ce sujet-là. Ensuite, c'est le contenu des jobs, une fois de plus, c'est de rendre, comment dirais-je, la mission intéressante. Moi je suis parti dans des pays, jamais j'imaginais que j'y serais un jour, mais c'est la mission qui a toujours pris le dessus
sur la destination et le pays. Donc voilà. Après, les questions de mobilité, une fois de plus, tu as raison, puisqu'on parlait tout à l'heure de la question de la rétention, faire évoluer les gens et de faire en sorte qu'effectivement ils continuent de grandir dans l'entreprise. Je crois fondamentalement que c'est fini l'ancien monde où globalement quand tu avais fait du marketing tu mourrais marketeur et quand tu avais fait financier tu mourrais financier. Nous aujourd'hui on essaye de favoriser les passerelles entre fonctions, en tout cas moi je le favorise. Voilà, moi j'ai des gens de la finance qui vont faire du commercial, j'ai des gens du marketing qui vont aller faire du commercial et inversement. On est même allé plus loin tout récemment sur des jobs de chefs de secteur et de commerciaux. On ouvre ces jobs là aujourd'hui à nos personnels en usine. D'ailleurs avec de belles expériences, avec des gens qui étaient conducteurs de ligne pendant des années, et puis voilà, on les a embauchés sur des postes de commerciaux et ils s'éclatent et ils ont une nouvelle vie. Donc ouais, je pense que ça aussi c'est un autre conseil, si je peux me permettre. Je pense qu'il faut un peu casser ces anciennes barrières, parce que une fois de plus, la mobilité, j'ai envie de dire verticale, elle est pas toujours là, hein. Donc et pour continuer de s'alimenter, de grandir, de se développer, moi je le partage parce que je le dis à mes équipes, donc j'ai pas de problème. Mais voilà, moi j'adore mon lit. Il me faut une bonne raison pour en sortir le matin. Et tout ce qui m'a habité dans mon développement et de ma carrière, c'était ça. C'était pas de m'emmerder. Et de m'assurer qu'effectivement, donc voilà, je dis ça aux jeunes, c'est pas une question de salaire, c'est pas une question de fonction, etc. C'est juste s'assurer que voilà, on a envie de se lever le matin pour aller faire un truc qui est un peu intéressant, on a l'impression de grandir, de partager des choses avec des collègues, avec des collaborateurs. Voilà, moi je dis souvent, j'ai pas l'impression d'avoir un travail. Le matin quand je prends mon scooter, je vais à un truc je vais pas au boulot. Et je trouve que c'est le plus beau, la plus belle réalisation. Ouais. Mais voilà, ça s'entretient. Pas une question de génération, hein, ce sujet-là. Non, c'est pas, non, je pense qu'après, faut accepter de prendre des risques. Je dis, moi, quand on m'a dit, j'ai 25 ans, on me dit, tu vas en Arabie Saoudite, tu te poses la question, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je suis allé. Pareil, quand on vient de dire, tiens, tu vas aller au Liban, à Beyrouth, pour aller ouvrir le bureau de Baria. Bon. Ma maman, elle a pas beaucoup aimé. Mais voilà, je pense que, je pense qu'il faut accepter aussi de prendre des risques, faut savoir se remettre en question. Et si on fait ça, en général, ça se passe bien. Ouais, et puis je rebondis sur ce que tu disais, le fait d'ouvrir les postes à des personnes qui viennent d'environnements, de parcours complètement différents. Ça permet à la fois de résoudre l'équation aussi, de se dire il y a des postes en tension, donc en fait t'as besoin de commerciaux, donc très bien ouvrir. Tu me disais la dernière fois que sur les offres d'emploi, tu avais justement essayé de supprimer tous ces sujets de background pour ouvrir un petit peu plus. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont des fois un peu inquiètes à l'idée de faire rentrer des gens qui ont un parcours complètement différent. Finalement, qu'est-ce que tu observes dans la pratique par rapport à ces changements? Alors, j'ai envie de te dire, on n'aura pas le choix. Déjà, ça voilà, partie de l'équation. Si je peux encore donner un conseil, ceux qui l'ont pas encore vu arriver, ça va vous arriver. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix d'être plus diverse en termes d'organisation, de casser les silos, d'attirer des profils différents, parce que de toutes les manières, il y aura cet enjeu dit de pénurie sur le marché de l'emploi. Donc, je te dis, moi, j'ai déjà des fonctions où c'est le cas, où c'est très tendu. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'on sorte des anciens codes, quoi. On va dire dans nos univers de cadres, grandes consos, c'est la fameuse annonce, vous êtes diplômé d'une école de commerce, vous avez 5 ans d'expérience, vous parlez 3 langues. Ouais, c'est fini, ça va être fini cette période. Donc nous, ça, par exemple, c'est des choses qu'on casse, bien sûr. Mais je pense que, moi, je le vois aujourd'hui. Alors, je parlais de mon parcours sur la diversité et l'inclusion, donc où je suis aujourd'hui, et je suis très content de voir que c'est les collaborateurs qui ont pris le sujet. Désormais, ma lecture à moi, c'est que le sujet diversité et inclusion, ça doit devenir un enjeu essentiel pour mes problématiques de recrutement et de rétention. Oui. Donc aujourd'hui, ça va servir mon entreprise, ça va servir le business. Et à minima, pour ceux qui n'avaient pas le même niveau de conviction sur le sujet ou le même niveau d'éclairage sur ce sujet, ça répond à une problématique business qui est évidente. C'est-à-dire les métiers en tension, il va falloir ouvrir les chakras quand même. Je sais pas si tu sais, mais bon, ça se sait pas, ils le diront pas, mais moi je le sais, il y a des entreprises qui le matin produisent en fonction du nombre de personnes qu'ils ont sur site. Et il y a des entreprises où le matin, ils ne peuvent pas produire parce qu'ils n'ont pas les personnes. C'est une réalité, hein. C'est déjà le cas. Ça arrive à beaucoup d'entreprises. Donc voilà. Et puis nous, voilà, sur nos enjeux, on va dire, plus fonction siège, on le sait bien, parce que après, le problème que tu as aussi, c'est que donc plus tu mets de temps à recruter, et plus le poste est vacant. Et plus le poste est vacant, finalement, ça repose, t'es obligé de remettre une pression finalement sur le reste de l'équipe. Et là, une fois de plus... Ton enjeu de rétention. T'as un enjeu de rétention et tu mets un coup de pression
voilà, qui est pas le plus sain. Donc c'est aussi ça, hein, moi quand l'enjeu quand je veux recruter le plus rapidement, c'est aussi que je sais que parce que le poste il est vacant, il est forcément occupé et partagé, j'ai envie au sein de l'équipe, mais et que je rajoute une pression supplémentaire ou une charge de travail supplémentaire aux autres. Donc voilà, donc oui, non, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. À mon avis, le train il est parti et ça va être encore plus compliqué dans 5 ans. C'est un très bon levier pour s'obliger à sortir un peu du rang. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet échange. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!